Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Plusieurs personnes ont lu, corrigé et commenté diverses contributions dans ce numéro. Cédric Mavungu, informaticien, s'est occupé de la préparation matérielle de ce livre et surtout de sa mise en forme finale. Je voudrais aussi dire ma reconnaissance inchangée au jeune doctorant Anguo pour sa contribution à la frappe des textes. En fait, que tous mes assistants soient remerciés directement et indirectement. Je tiens à exprimer ma vive gratitude au professeur Charles Zachary Bowao, qui a suggéré que j'élabore, chemin faisant, ce numéro des cahiers épistémologiques après la disparition tragique du professeur Marcel Ngwimbi. Il m'a encouragé et conseillé pendant l'élaboration du texte et sa mise en contexte. Avant-propos. La philosophie contemporaine des sciences serait-elle une discipline en panne ? Telle est la question directrice et gouvernante de notre entreprise cognitive critique. La marche de cette discipline aux contours inédits s'expose paradoxalement à quelques difficultés relatives à la tension essentielle qui s'entretiendrait entre sa décadence et son prospection. Cette réflexion se déploie dans un contexte où la recherche en philosophie contemporaine des sciences est une épreuve des crises scientifiques, sanitaires et environnementales. Ces crises transversales auxquelles nos sociétés sont aujourd'hui structurellement confrontées, exacerbées par la crise de la Covid-19, interpellent à plus d'un titre les philosophes, les penseurs, les universitaires, les étudiants, etc. Ce contexte évocateur de chrysologie, auquel quelques philosophes contemporains ne seraient pas du tout étrangers, est révélateur de l'idée que les sciences humaines et sociales en général, et la philosophie en particulier, semblent disposer d'outils théoriques et méthodologiques pertinents pour la compréhension des tenants et des aboutissants de ces crises qui prennent aussi corps dans le monde, soit par le langage scientifique, soit par la voie de la recherche. Ces approches multiréférentielles, parce que complexes par vocation par nature, peuvent ainsi aider à proposer sinon des tentatives de solutions, du moins des éléments porteurs de changement de mentalité face à la montée de la crise des valeurs cognitives, morales et spirituelles. Celles-ci se manifestent tant dans les continents de savoir que dans les conditions de l'esprit scientifique. Une question se pose alors: dans quelle mesure ne peut-on pas alors innover conceptuellement à l'intérieur du corpus scientifique et philosophique contemporain ? Feyerabend dit que cette question recoupe celle de la philosophie de la science versus pratique scientifique. Elle s'adosse à son développement suivant ses reconstructions au niveau des composantes rationnelles de la science. C'est alors qu'il en vient à penser que cette discipline est susceptible de correction et de rectification. En témoigne la philosophie moderne des sciences, qui se développa à partir du cercle de Vienne, dont l'approche comparative renvoie à l'existence de la philosophie des philosophes antérieurs, par exemple Ernst Mach. La mise en route inédite de cette question est de nature théorique et méthodologique. Formulée autrement, elle s'énoncerait comme suit. Comment peut-on aborder l'étude des fondements de la philosophie contemporaine des sciences sous le label de la plasticité du corps, du statut formel de l'épistémologie bachelardienne ou de la critique frégéenne de la représentation ? Pareille interrogation enveloppant les essais qui se donnent à lire dans cet ouvrage se suivent, et laisse entrevoir effectivement une complicité conceptuelle entre l'acquis et l'inédit dont on est en droit d'analyser la teneur philosophique aujourd'hui. Il s'agit de celle qui s'entretiendrait, chemin faisant, mais difficilement, pour ainsi dire, entre la conceptualité épistémologique et philosophique en contexte contemporain de la connaissance scientifique. Pour y aller, on serait bien conscient d'une sorte de prise de judo fantastique aussi bien des domaines que des concepts scientifiques mis en exergue, surtout quand il faut vivre la nouvelle conceptualité en tenant compte du paradigme de la complexité. Au-delà, donc, de ces présuppositions impliquant une certaine conjonction des domaines et d'approches, c'est à la réorganisation conceptuelle de la philosophie contemporaine elle-même que cette réflexion nous conduirait jusqu'aux conditions de possibilité d'une quête épistémologique sur les savoirs endogènes. Dans le jeu de relations soit dialectiques, soit dialogiques, une question essentielle se poserait encore. L'approche philosophique de la science ou des sciences, fondée sur les principes premiers, les premières causes de toute chose, pourrait-elle se passer des savoirs ou des concepts en mouvement qui seraient effectivement l'élément central et décisif de son progrès ? Pareille idée, loin d'être seulement contemporaine, a dû agiter de tout temps les philosophes et les historiens des sciences.
Qui plus est, elle cultive chemin faisant chez les chercheurs en philosophie contemporaine des sciences un ardent désir de questionner davantage le statut du concept de science, y compris sa structure, en quête de légitimité, ainsi que l'interprétation de sa dynamique qui l'accompagne elle-même. Partant des révolutions scientifiques, du changement de signification qu'elles entraînent selon l'historiographie kuhnienne, on en arrive aux questions de traditions historiques et traditions abstraites, par la théorie de la crise. Par ailleurs, ce qui est en jeu, pour ainsi dire, c'est la remise au goût du jour de l'interface de cette aporie, si c'en est une, entre la marche de la philosophie aujourd'hui et l'identification de son objet d'investigation unique en tant que tel. Cela étant, il faudra trancher entre la thèse d'une métaphysique de la connaissance et celle qui produirait uniquement des catégories dites abstraites, c'est-à-dire une série de concepts scientifiques classiques des principes qui feraient exception des concepts innovants. Pour ce faire, cette présupposition ne serait pas en contact propre avec l'objet scientifique recréé, et la thèse inverse de la science classique qui n'aurait aucun rapport possible avec l'objet métaphysique des sciences en construction, celui qui se renouvellerait moyennant les concepts en physique, en biologie, etc. À chacune des branches de l'alternative de la recherche scientifique en philosophie mise en miroir, pourrait correspondre la question poppérienne d'un savoir croissant, celui qui mettrait fin au conceptualisme, et la question de la fin de la philosophie, dont Yves Michaud paraît radicaliser la portée dans Hume ou la fin de la philosophie. Il faut donc viser, dans ce questionnement ainsi élargi au sujet de préoccupation contemporain de la complexité conceptuelle, une logique de la reliance du concept et de la philosophie comme étant son lieu d'élaboration transitoire avec ses équilibres paradoxaux, lesquels feraient écho au paradoxe interrogatif sur la pertinence, soit du métaphysicalisme, qui plus est, du philosophisme, soit du scientisme, qui d'ailleurs ont dû avouer leurs insuffisances depuis que l'esprit contemporain a appris à se situer entre connaissance, croyance et mystère, et ce après la mort du cercle de Vienne. Conséquemment, on ne devrait donc pas faire mine d'un philosophe capable de tout, là où la beauté de la synthèse ouverte est toujours possible dans leur unidualité même, si tant est que les domaines de connaissance ne sont jamais identiques. En problématisant la synthèse en question à la faveur de la conceptualité qui fait défaut, c'est-à-dire qui n'est pas absolument connaissance, toute la question est de savoir comment la synthèse de la philosophie et de la science peut-elle être possible, et si le pourquoi de la philosophie n'est pas réellement la question contemporaine, alors allons vers le comment de la logique des sciences pour articuler finalement transition philosophique et conceptualité logique. La critique de la connaissance classique, plutôt l'apocritique de la raison, constitue le fil conducteur que devraient suivre les contributeurs à cet essai de recherche. L'émergence d'une pensée interrogative au cœur de la philosophie contemporaine des sciences libre de toute enceinte intellectuelle ou de toute directionnalité de l'esprit, a priori, ne peut que démarquer les réponses des questions toutes faites en se détranscendantalisant. Par contre, l'éradication de la métaphysique par les scientifiques deviendrait une lecture équivalente possible à l'affirmation existentielle d'une logique de la complexité dialogique des domaines ou des entités. La question régulatrice et gouvernante de cet essai trouve donc sa source dans la différence ontologique jusqu'ici inexpliquée, ou simplement niée par les métaphysiciens entre l'être et son autre. Ces versants du savoir, en se dualisant après quelques lumières des métaphysiciens classiques, vont déboucher inexorablement sur les pièges du scientisme, sur le rejet d'un métaphysicalisme pur. Par-delà la résolution synthétisante de la vieille énigme qui concerne la différence de nature qui existe entre l'être et le non-être, il s'agit pour les réflecteurs contemporains d'expliquer dans la mesure du possible comment la philosophie contemporaine des sciences continue à marquer le destin non encore brisé de la recherche en philosophie qui ne cesse de poursuivre la vérité dans ses bifurcations et ses renoncements conceptuels, mais aussi et surtout dans ses racines les plus profondes et les plus fécondantes. Cela étant, l'école philosophique de la complexité devrait apporter le viatique bienfaisant et souhaité par la reconception de cette philosophie des sciences, pour autant qu'elle renvoie aux reprises d'une série de conditions de possibilité d'une épistémologie des savoirs endogènes. La reprise caractérise cette processualité qui naît grâce à la reprise transformante des théories, des concepts, des savoirs et des systèmes. Elle est à situer entre les formes de la temporalité du discours,
et les modèles de la découverte en sciences qui conduisent à constater qu'il existe effectivement une place pour la reprise des idées philosophiques. Elle peut vouloir signifier l'arrêt de tout mouvement de pensée, lorsque l'esprit philosophique épris du système campe dans la vision du monde dont les versions tentent de ramener l'attitude critique aux formes d'intelligibilité innovantes. Mais la reprise laisserait entreapercevoir aussi, par la sorte de tuilage qu'elle permet, la raison d'être d'un processus de conversion de l'esprit scientifique en quête permanente de vérité. Une piste de la dynamophilie s'ouvre, c'est-à-dire cette boulimie de la réconception de la philosophie à partir de la réconceptualisation des idées. Il faut entendre par là une jointure entre la typologie de la pensée de Thomas Kuhn et son historicisation. Pareille historicisation de la pensée scientifique en crise se fonderait sur le concept de paradigmatisation qui tente d'inscrire Kuhn dans une ligne de force de la pensée contemporaine, celle qui s'efforce de réinviter l'histoire philosophique des sciences sous l'angle de ses transformations, des ruptures et de ses discontinuités. Une crisification s'envisagerait, donc. À la suite de cette idée nouvelle, on se demanderait si la philosophie contemporaine des sciences a une valeur heuristique. Elle se proposerait aussi de se demander comment les philosophes contemporains, au plus près de leurs analyses sémantiques et pragmatiques, et à la faveur de leurs textes en pleine élaboration pour des lendemains meilleurs, fabriquent, créent et reconçoivent les concepts selon leurs besoins. Ils redéfinissent les termes, reconfigurent des notions communes et forgent des concepts ou des paradigmes canoniques hérités de Kuhn ou de ses devanciers, ou parfois inventent des néologismes qui pour quelques-uns deviendraient des véritables signatures doctrinales ou des créations méthodiques de leurs œuvres. Cela étant, c'est bien sur cet esprit innovant et problématisant que les contributeurs à ce numéro ont cru pouvoir axer leurs propos. Mahamoudou Konaté a choisi de penser la crise du langage scientifique dans l'axe épistémologique de la chrysologie à la lumière de l'école de Copenhague. Quant à Dango Adjoa Bernadette, son analyse critique se fonde sur la logique déontique en tant qu'art de penser et d'appliquer les modalités normatives. Pour Amadou Amagissa, la biodiversité est d'une singulière actualité au sein de la philosophie des sciences. Le moment est venu où l'on devrait plaider pour un pluralisme axiologique, à partir des pluralismes scientifiques. Auguste Nsonzissa essaie de prendre à bras le corps, l'émerciologie pour lever l'équivoque du corps plastique dans l'horizon épistémologique des savoirs corporels. Marcel Homé Miala Mabiala étudie la position de Wittgenstein dans le débat contemporain sur l'indicibilité du Tractatus et sur le caractère problématique de l'existence d'un métalangage. Enfin, ce numéro fait droit à un varia. Il donne à lire l'article de Koneki Ali, dont l'enjeu réside dans l'instruction coranique qui conduit à la délinquance juvénile. Le cas des garibous de Korogo est mis ici en relief. L'école de Copenhague et la crise du langage scientifique. Mahamoudou Konaté, Université Peleforo Gon Coulibaly. Résumé. À la suite du dépassement de la mécanique newtonienne par la révolution quantique, les épistémologues s'intéressent de plus en plus à la définition d'un discours scientifique, capable de rendre compte aussi bien de la rationalité en sciences que de la complexité du réel. Même les disciplines formalisées comme la physique n'échappent pas à la crise du langage, créant ainsi de sérieuses difficultés d'ordre épistémologique et pédagogique. Les épistémologues s'investissent alors dans l'analyse du discours scientifique, déterminant par là les conditions, c'est-à-dire des critères de démarcation entre le langage scientifique et les autres formes de discours. Cette entreprise reçut une large contribution des scientifiques de l'école de Copenhague, pour qui les phénomènes subatomiques ne peuvent être décrits directement par les concepts et notions de la science classique héritée du langage ordinaire. Cette réflexion porte sur l'importance du langage descriptif figural dans la physique quantique. Mots-clés: crise École de Copenhague, épistémologie, langage, physique quantique, science. Abstract. Following the overtaking of Newtonian mechanics by the quantum revolution, epistemologists are increasingly interested in the definition of a scientific discourse, able to realize for both rationality in science and the complexity of reality. Even formalized disciplines such as physics do not escape the language crisis, thus creating serious epistemological and pedagogical difficulties.
Epistemologists then invest themselves in the analysis of scientific discourse, thereby determining the condition, that is to say the criteria of demarcation between scientific language and other form of discourse. That action received a large contribution from the scientists of the Copenhagen School, for whom subatomic phenomena cannot be directly described by the concept and notion of classical science inherited from ordinary language. This reflection focuses on the importance of figural descriptive language in quantum physics. Keywords: Crisis Copenhagen School Epistemology Language Quantum Physics Science. Introduction. L'analyse du langage scientifique, sous la forme d'une métathéorie susceptible de justifier la démarche scientifique, est apparue, avec le néo-positivisme du Cercle de Vienne. À travers cette problématique et en faisant de la recherche d'un critère de signification une préoccupation importante, le Cercle de Vienne voulait avant tout établir un critère de signification permettant à la fois de formuler des énoncés d'observation et d'éprouver les énoncés de la science expérimentale. Dans cette perspective, le but du langage est de servir d'instrument de distinction et de démarcation de la science par rapport à la non-science ou à la connaissance ordinaire et vulgaire. Par contre, pour les épistémologues de l'interprétation de Copenhague de la physique quantique, le langage scientifique est un discours certes mathématisé se référant au monde réel et à l'expérience, mais qui ne cesse jamais d'être qu'une recherche de correspondance à l'empirie. Autrement dit, le langage scientifique n'est qu'une tentative de description approximative des phénomènes et des choses. Cet article se propose de montrer comment l'école de Copenhague rompt avec les idées scientifiques et philosophiques traditionnelles, dans la description et l'interprétation des objets et phénomènes physiques. Pour ce faire, il analyse le problème suivant: comment surmonter l'incapacité de la science classique à décrire les particules élémentaires ou phénomènes quantiques. La thèse que nous défendons est de montrer que pour l'école de Copenhague, seul le recours à un discours descriptif métaphorique permet de décrire la réalité quantique. Pour mener à bon port cette dissertation, nous avons opté pour une texture tripartite. La première section est une approche heuristique de la notion de crise en science. La deuxième section analyse la crise du langage scientifique dans la perspective de l'école de Copenhague. La troisième et dernière section est une ouverture sur les perspectives épistémologiques de l'école de Copenhague, pour sortir de la crise du langage scientifique. 1. De la notion de crise en science à la crise du langage scientifique. La pensée scientifique exige aujourd'hui un discours sur la crise, au sens de ce que G. Bachelard, 1975 page 166, appelait une épistémologie par essence et non par accident, en état de crise. L'un des aspects de la crise épistémologique contemporaine résulte de l'inadaptation des principes d'intelligibilité de la science classique au nouveau savoir. 1.1 de la notion de crise en science. De façon générale, le terme crise vient du grec krisis, qui renvoie à un moment de rupture imprévisible et spectaculaire comme un coup de théâtre. Au niveau scientifique, la notion de crise est issue du vocabulaire médical où elle représente l'étape charnière, le moment paroxystique d'une maladie, qui peut en ce point critique évoluer vers la guérison comme vers la mort. N. Ordioni 2011 page 138. Ce que l'approche hippocratique désigne par le mot crise, est le moment où le sort du malade se décide et se laisse discerner. C'est le moment que guette le regard du clinicien, moment où tout va brusquement changer, en mal, en mieux ou en autre chose. En médecine, la crise désigne donc le moment critique où le médecin doit prendre une décision importante à propos du traitement du malade. Cette connotation débordant largement le champ médical explique sans doute l'extension métaphorique de la notion de crise à d'autres sphères telles que la politique, l'économie, les finances, l'écologie, l'éthique, la science, etc. Dans chacune de ces pratiques, on trouve toujours quelques symptômes de crise, jugés en certains points anodins et presque aimables, en d'autres menaçants, en d'autres enfin dramatiques. Cette inflation des usages est allée de pair avec la transformation sémantique du mot crise, qui ne véhicule plus qu'accessoirement la dimension d'examen, de jugement et de décision, et se limite désormais à désigner des moments de rupture et des périodes graves. N. Ordioni 2011 page 138. Par extension, le mot crise désigne désormais un état de dysfonctionnement d'un système devenu incapable d'assurer ses fonctions. Au niveau scientifique,
Une crise éclate lorsqu'une matrice disciplinaire ou paradigme ne peut plus absorber partiellement ou entièrement une anomalie par les jeux des réajustements théoriques et instrumentaux. La crise est précisément cette situation d'insécurité subséquente à la prise de conscience de l'existence de l'anomalie, engendrée par les échecs répétés des hommes de science dans leurs recherches visant à intégrer le phénomène inattendu dans les boîtes préformées que fournit l'ancienne matrice disciplinaire. La crise s'enracine ainsi dans l'incertitude. Or, comme le souligne Hanson Zissa, 2011 page 144, l'incertitude se manifeste là où s'éprouve plus vivement la dislocation des traditionnels modes de pensée confrontés au souffle nouveau de l'exigence éthique d'intégration du non rationalisable, du confus, de la subjectivité, en un sens, du complexe qui régule la connaissance humaine. L'avènement de la révolution quantique fournit une belle illustration de cette situation, dite de crise ou d'incertitude, qui est un prélude à la recherche de nouvelles règles. Cette principale caractéristique des crises scientifiques explique la prolifération des théories concurrentes et la résurgence des discussions qui, à n'en point douter, sont autant de manifestations du malaise qu'éprouvent les scientifiques sur le chemin conduisant au changement de paradigme. Les scientifiques ne renoncent pas spontanément à la matrice disciplinaire qui les a conduits à la crise, même en face d'une grave anomalie, car la rejeter suppose qu'on accepte une autre qui a donné des preuves de sa fécondité. La transition d'une matrice disciplinaire à une autre ne va donc pas sans bataille. Mais cette bataille à coups d'arguments n'est pas seulement logique ou méthodologique. Ainsi que le dit Kuhn, 1970 page 17, dans une analogie entre l'évolution politique et l'évolution scientifique, comme le choix entre les institutions politiques concurrentes, celui qui doit s'effectuer entre les paradigmes concurrents s'avère être un choix entre deux modes de vie de la communauté qui sont incompatibles. En effet, la question du choix est d'autant plus complexe que chaque groupe puise ses arguments de défense dans sa propre matrice disciplinaire. En conséquence, la formation scientifique qui conduit l'étudiant au monde de l'homme de science se fera à travers une série de crises ou bouleversements paradigmatiques dans sa vision du monde. 1.2 La crise du langage scientifique. Le savant pense l'univers, mais il le pense par le langage, un langage rationnel et méthodique. Cependant, le logo en tant que discours scientifique devient confusion, balbutiement lorsqu'il est exclusivement dépendant des hommes gangrenés par la démesure. C'est pourquoi dès l'Antiquité les philosophes savants ont compris la nécessité d'élaborer les conditions d'un langage approprié à la connaissance scientifique. C'est dans cette optique qu'il faut inscrire le projet d'Aristote de la logique formelle, permettant de mener à bien une investigation scientifique par un procédé syllogistique. Le discours, en tant que contenant de la science, est motivé chez Aristote par le désir d'en découdre aussi bien avec les ambiguïtés du langage que les intentionnalités sophistiques prêchant le mensonge en vogue à son époque. M. Binge, 1975 page 9, écrit à cet effet que une première raison pour un philosophe de s'intéresser au langage pourrait être d'évaluer sa capacité à servir de véhicule ou d'instrument de connaissance philosophique, dans la mesure où là la philosophie prétend produire la connaissance, ou de connaissance en général, dans la mesure où le philosophe se donne pour tâche de réfléchir sur la nature de la connaissance et sur les différentes sortes de connaissances. Binge rend ici raison des précautions quant au langage de la construction des idées scientifiques. Une pensée reluisante peut se corrompre de sa nature quand le verbe qui la porte à l'existence est mal structuré. Ces remarques trouvent pour la plupart leur illustration dans l'appréciation que fait Comte de la loi de gravitation universelle de Newton. Admettant les arguments de Newton quant à l'identité entre le mouvement de la Lune vers la Terre et la pesanteur à proprement parler, Comte note que le concept de pesanteur nous est si familier que l'identité nous rend capables de comprendre et d'expliquer le mouvement de la Lune. Puis, il explique avec beaucoup de détails pourquoi il préfère l'usage du terme gravitation à celui d'attraction. À propos de la gravitation, Comte, 2012 page 243, écrit que c'est en vue d'exprimer succinctement cette similarité fondamentale entre la pesanteur et la force d'accélération des étoiles, que l'heureuse expression de gravitation, comprise comme l'exact synonyme de la pesanteur universelle, a été utilisée pour désigner l'action du Soleil sur les planètes et leurs satellites. L'usage de ce terme a le grand avantage philosophique de l'indication précise d'un fait général simple, mathématiquement établi,
sans vaine recherche de la nature essentielle et de la première cause de l'action céleste ou de la gravitation terrestre. Cela tend à mettre dans une perspective appropriée la voie caractéristique de toutes nos explications positives, qui consiste actuellement à établir des relations en faisant des comparaisons à n'importe quel degré possible. Évidemment, nous ne pouvons savoir ce qu'il y a à la base de cette action mutuelle des étoiles et de la pesanteur du corps terrestre. Un quelconque effort dans cette direction serait nécessairement, complètement, aussi illusoire qu'inutile. Seuls les esprits étrangers aux études scientifiques peuvent s'en occuper aujourd'hui. L'opposition de Comte au terme attraction, dans l'étude des mécanismes célestes vient du fait que l'usage de ce mot fait retourner à une mentalité pré-scientifique en prétendant expliquer comment le Soleil agit sur les planètes. Par ailleurs, aux yeux de Comte, ce terme conduirait à l'étape métaphysique de la pensée en réintroduisant les qualités occultes que notre grand Descartes avait avec tant d'efforts, justement bannies de la philosophie. À Comte, 2012, page 247. En vidant ainsi les théories scientifiques de leur contenu et de leurs orientations propres, Comte les ramène à des schémas généraux que lui commande l'esprit positif. Ces différents développements sur les difficultés du langage scientifique montre que l'élaboration de ce langage est comparable au processus d'apprentissage du langage par l'enfant. En effet, selon la psychologie, les enfants font usage de mots, les combinent, jouent avec eux jusqu'au moment où ils en saisissent le sens qui jusqu'alors leur avait échappé. P. Feyerabend, 1993, page 25. Autrement dit, l'enfant qui apprend à parler se sert des mots sans les comprendre dans un premier temps, puis ajoutant des fragments linguistiques toujours incompris à son activité ludique, il finit par découvrir le principe de la signification. Ainsi, énonce-t-il des absurdités jusqu'à ce qu'elles produisent par elles-mêmes un sens. Un tel processus, à l'œuvre dans la maturation des fonctions symboliques, pensée et langage, de l'enfant se retrouve chez le scientifique qui tente de décrire le monde. Le développement des idées de Copernic corrobore cette idée que ce n'est pas la raison qui est au départ de l'action. En effet, affirmer la rotondité de la Terre et sa révolution autour du Soleil allait à l'encontre de la raison et de l'expérience à l'époque de Copernic, puis de Galilée. Galilée n'aurait donc pas reçu les hommages qu'on lui rend encore aujourd'hui, s'il n'avait pas poursuivi obstinément ce qui avait jadis paru être une cosmologie stupide. P. Feyerabend, 1993, page 25. Il s'ensuit que des théories ne deviennent claires et raisonnables qu'après un usage prolongé de leur partie incohérente. Mieux, toute description des phénomènes physiques est incomplète et le physicien s'efforce qu'elle ne le soit pas trop, relativement à ce qu'on attend d'elle. Araignée, 1974, page 10. C'est d'ailleurs ce que met en relief l'interprétation de Copenhague de la physique quantique. De la crise du langage scientifique dans l'interprétation de Copenhague. La mécanique quantique est considérée aujourd'hui comme une théorie fondamentale de la physique moderne. Non seulement, elle a réussi à expliquer de nombreux phénomènes qui apparaissent d'authentiques énigmes pour la physique classique, mais elle a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives dans bien des champs de recherche. Cependant, même si les nouveaux concepts ainsi que les nouveaux outils et méthodes favorisés par la mécanique quantique ont permis l'essor de disciplines nombreuses et variées, il n'en demeure pas moins que la mécanique quantique reste une théorie physique réputée pour ses paradoxes et ses défis au sens commun. 2.1 Inadéquation entre le langage scientifique et le langage ordinaire. Le projet philosophique des présocratiques de rendre compte par des idées et des mots de la nature tout entière est pratiquement resté au centre de l'esprit de la physique. Mais désormais, la physique va au-delà du réel en créant des objets et des phénomènes qui n'existent plus dans l'univers. Sous ce rapport, le parcours heuristique dans le monde de l'infinime petite est assimilable à un vrai conte de fées ou à tout le moins, au récit le plus fabuleux que les sciences de la matière aient produit. Cet aspect étrange et perturbant de la physique quantique est admirablement dépeint dans les termes de J. Ulmo, 1955, page 18. C'est une entreprise hardie que d'exposer aujourd'hui les fondements de la théorie quantique. Par ses développements et les conquêtes qu'elle a permises sur la nature, cette théorie est le plus grand triomphe de l'esprit humain. Pourtant son interprétation fondamentale a divisé les plus grands esprits dès sa naissance. La controverse entre Einstein et Bohr est restée célèbre. Après s'être assoupie devant le rapide progrès des applications, le débat sur le fond a rebondi dans la phase récente.
car il met en jeu des valeurs trop essentielles pour s'apaiser vraiment. Il ne s'agit pas seulement du progrès de la science, il s'agit de la confiance même que l'homme peut faire à la raison. Par un paradoxe déconcertant, c'est en effet dans son plus grand accomplissement, la physique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.